Je suis très heureux de me balader avec vous aujourd'hui. Il y a un beau soleil, il fait froid, il fait 5 degrés, mais il y a un beau soleil. Et aujourd'hui, je vais vous parler d'une pyramide d'organisation de l'être humain qui est basée sur des travaux on va dire, de psychomotricité de Harrow. C'est écrit H-A-2-R-O-W. Ça s'appelle la taxonomie de Harrow, donc la manière de construire les choses. Et cette pyramide date de 1977. 1977. Elle s'est dessinée comme une forme de pyramide, hein. C'est une taxonomie. En haut, tout en haut de cette pyramide, c'est la communication gestuelle, donc les capacités qu'a l'humain à communiquer. Et puis on va aller jusqu'en bas. Évidemment, je vous le dis tout de suite. En 77, Harrow disait que le bas de la pyramide, ce sont les mouvements réflexes. De nos mille, les mouvements réflexes. Donc on va voir cette pyramide, on va commencer du haut vers le bas. Et je trouve que c'est passionnant, parce que c'est comprendre comment les choses sont organisées en nous. Quels sont les différents niveaux de la pyramide? Et j'aime bien à chaque fois, ça c'est moi qui vais rajouter un petit peu, peut-être réfléchir à qui intervient à quel niveau de la pyramide. Et qu'on a besoin de tout le monde pour jouer à tous les niveaux de la pyramide. Et qu'est-ce qui se passe à ce niveau de la pyramide-là? Parce qu'un être humain, c'est compliqué à grandir, à s'organiser. Entre le bébé et l'adulte, il y a des multiples étapes et séquences. Et depuis le XXe siècle, on a vraiment étudié beaucoup comment se développe un enfant. Vous avez entendu des trucs comme Piaget, ceci, Boris Cyrulnik, cela, etc. Comment ça se développe un enfant, comment ça marche un enfant. Évidemment, moi je suis inspiré des travaux de plein de gens, et puis vous savez bien, j'ai étudié avec Denison, avec des optométristes fonctionnels, qui ont beaucoup travaillé sur le développement de l'enfant en lien avec le développement de la vision, avec Svetlana Mazgutova pour les travaux sur les réflexes, j'ai étudié les travaux Peter Blythe, Sally Godard, et puis évidemment, j'ai lu des tonnes de bouquins de psychomotricité, de psychologie, de neurologie, de pédiatrie. Donc j'aime bien cette taxonomie de Harrow. Alors on va commencer par en haut de la pyramide. Il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6 étages à cette pyramide. Donc j'ai déjà dit qu'est-ce qu'il y a tout en haut de cette pyramide. D'habitude, on commence toujours par expliquer la pyramide par en bas, mais moi, cette fois-ci, j'ai envie de le faire à l'envers. Parce que tout en haut, c'est la communication gestuelle. C'est la capacité à s'exprimer. C'est exprimé par le visage. C'est le fait de pouvoir interpréter ce que disent les autres. C'est la capacité la plus géniale qu'on ait, c'est de communiquer avec les autres comme ça, d'exprimer nos émotions, de percevoir les émotions des autres. Donc il dit gestuel, il ne veut pas dire juste les mains, c'est le visage, la respiration, les mains, les pieds, la danse, les arts, le théâtre, et comment je communique avec tout mon corps. Tout mon corps est un outil de communication pour les grands singes que nous sommes, les grands primates que nous sommes. Et il parle même de la posture comme communication gestuelle. Si je prends une posture un peu voûtée sur moi-même, un peu type dépressif, vous voyez, si je vous dis prenez une posture de dépression, vous voyez très bien ce dont je parle. Si je vous dis prenez la posture de vous êtes amoureux, prenez la posture de j'ai gagné le match ou j'ai perdu le match, vous allez tout de suite voir de quoi on parlait. Les gens qui vont vous regarder savent décrypter dans votre posture si vous avez gagné ou perdu le match. Et même les experts nous disent que si quelqu'un me dit ouais ça va bien et qu'il y a une posture de dépression ou de tristesse, on va plutôt se baser sur ce qu'on voit plutôt que sur ce qu'il nous dit. Et on l'a tous vécu, ça va, ouais. Et tu vois bien que ça va pas. Donc on sait qu'on peut faire plus confiance à la communication gestuelle qu'à la verbale. Ça c'est le premier étage, ou je devrais dire le 6e étage, puisqu'on va partir de haut en bas. Donc le 5e étage, c'est les habiletés motrices. Alors là, dans Harrow, il dit il y a les habiletés motrices d'adaptation simple, d'adaptation composite et d'adaptation complexe. Ne me demandez pas ce que c'est. Mais c'est mes habiletés motrices. Donc on pense à la coordination, comme la coordination oculomotrice, comme la latéralisation, comme le fait d'utiliser mes deux mains, la manipulation. Alors simple, composite et complexe. La simple, on va dire, c'est une seule chose, et puis composite plusieurs et complexe,
c'est que ça devient spécifique aux humains de faire des choses particulièrement complexes. Pensez à jouer de la musique, à écrire. Je dois faire plusieurs gestes au niveau des doigts, plus du bras, plus des tas de choses dans ma tête, plus la langue, plus tout un tas de trucs. Donc c'est-à-dire que la communication gestuelle ne peut se faire correctement que si j'ai bien mis en place mes habiletés motrices plus simples. Et donc il va être important de travailler à ces différents niveaux-là. Donc quel professionnel on va voir pour la communication gestuelle? Ça peut être un psychologue, un psychomotricien aussi, si j'ai du mal à communiquer. Pour les habiletés motrices, là on pense aussi à la psychomotricité, à l'ergothérapie, à peut-être l'orthopsie pour le système visuel. En dessous des habiletés motrices, donc l'étage numéro 4, c'est les capacités physiques. Oui, je peux mettre en place tout ce qui est habileté motrice et communication gestuelle si déjà mon corps il fonctionne bien. Et important de développer ces capacités physiques. N'oubliez pas que ça vient des années 70. Et on accordait plus d'importance qu'on en accorde aujourd'hui aux capacités corporelles. Et ils avaient raison. Et d'ailleurs, de toute façon, c'était quoi? Dans la Rome antique, dans la Grèce antique, un esprit sain dans un corps sain. Donc les capacités physiques, ils sont listés 4. Sont listés l'endurance, la force, la souplesse, l'agilité. L'endurance, c'est aller loin, pouvoir marcher, courir longtemps, pouvoir chasser longtemps, pouvoir cueillir longtemps, pouvoir nager longtemps. On a tous besoin d'endurance. Il faut tenir dans la durée. C'est une capacité qu'on doit développer. En courant, en nageant, en marchant, en faisant un certain nombre d'activités qui fait... Aujourd'hui, on dit que ça fait travailler le cardio. La force. Surtout en vieillissant, on a besoin de développer de la force parce qu'on perd la force en vieillissant. Et il faut la conserver. Donc on doit faire la gym, on doit soulever des poids. On doit mettre des contraintes à notre corps pour rester fort. Souvent quelque chose qui est oublié aujourd'hui. On a besoin de travailler la force. Les femmes, les hommes, quel que soit votre âge, on a besoin de travailler la force. Et plus on va travailler la force, plus on aura de la force disponible quand on sera vieux. Vous voulez, à 90 ans, être capable de tenir dans vos bras vos arrière-petits-enfants. Vous voulez pouvoir être autonome et faire vos courses. On veut pouvoir continuer à gravir les escaliers chez soi pour éviter d'aller en maison de retraite. Ça, là, ça se travaille par la force d'aujourd'hui, par la musculature qu'on fait aujourd'hui. C'est pas, tiens, je fais rien, puis quand j'aurai 90 ans, je voudrais continuer à faire porter mes petits-enfants, jouer avec, aller faire mes courses et soulever mes sacs de courses et conduire ma voiture. Si j'ai pas entretenu cette force, si j'ai pas développé ma musculature tout au long de ma vie, ça n'arrivera jamais. C'est horrible, hein, Paul, qu'est-ce que tu dis? Désolé, ce sont tous les travaux des kinés, des gérontologues, des experts, de tous ces gens-là. J'y peux rien. Et même la solidité de mes os dépend des contractions et des forces que j'ai appliquées sur mes os pendant l'adolescence, pendant que j'étais en train de former ces os-là. L'ostéoporose dépend en grande partie de comment j'ai construit mes os et que j'ai développé ce qu'on appelle un capital osseux. Ce capital osseux, je l'ai construit à l'adolescence. Il faut que nos ados, que nos enfants bougent, sautent, grimpent, soulèvent des poids et des cartables bien lourds. Je suis très sérieux, marche longtemps, joue et danse et grimpe. Et c'est ça qui va conditionner leur vieillesse. Et toute leur vie, bien sûr, toute leur vie, jusqu'à leur vieillesse. Et enfin, il reste la souplesse et l'agilité, ce sont deux choses différentes. La souplesse, on comprend, c'est être capable de regarder dans le rétroviseur, de regarder derrière soi pour faire la marche arrière dans la voiture. On veut être capable de faire ça toute notre vie, pouvoir faire la marche arrière en regardant derrière. Donc c'est la souplesse. On veut pouvoir faire des grandes enjambées, on veut pouvoir faire tout un tas de choses pour pouvoir agir dans la vie quotidienne. On veut pouvoir continuer à attraper, lorsque l'on fait nos courses, les trucs qui sont rangés en haut et les pots de confiture qui sont rangés en bas. Sans souplesse, on n'y arrivera pas. Et on veut faire ça toute notre vie. On veut être capable de se laver, de rentrer, de descendre de la baignoire. Ça implique de la souplesse. Être capable de s'accroupir, de s'allonger et de se relever.
Ça, c'est absolument majeur. La plupart des personnes âgées, c'est pas tellement qu'ils ont peur d'aller au sol, c'est qu'ils ont peur de ne pas savoir se relever. Ça implique de la souplesse et ça implique, le dernier point là, de l'agilité. On a besoin d'agilité, on a besoin d'être coordonné pour faire toutes les tâches qu'on veut faire dans la vie quotidienne. On a besoin de précision. Qui c'est qui travaille sur ses capacités physiques? On pense tout de suite aux profs de gym, aux coachs, aux profs de PS. C'est ça qu'on cherche à développer en éducation physique et sportive. L'endurance, la force, la souplesse, l'agilité. C'est ce que vous trouvez dans toutes les salles de sport de 4 coins de la France. Il n'y a que ça partout. Qu'on a besoin de travailler ces différentes compétences-là tout au long de notre vie. Endurance, force, souplesse, agilité. Ça vient soutenir les habiletés motrices et la communication gestuelle. Mais, un étage, 6, 5, 4, le troisième étage, c'est quoi? Les capacités perceptives. Alors attention, il y a une subtilité, il y a une différence entre les capacités perceptives et les sens. Les sens, c'est mes yeux par exemple. La lumière rentre dans mes yeux, il se passe des choses. La capacité perceptive, c'est ce que je perçois à travers ces yeux, c'est la vision, c'est comment j'interprète ce qui est vu. Donc d'un côté, il y a l'œil, la structure, mais là, ce n'est pas ce dont on parle, c'est les capacités perceptives. Et d'ailleurs, Haro, il dit, c'est la discrimination. Vous savez très bien, vous êtes en stress, vous cherchez vos clés, vous ne les trouvez pas, vous êtes pressé, vous ne trouvez pas les clés, vous ne les voyez pas, elles sont devant vous, vous ne les voyez pas. Votre femme arrive, votre mari arrive, il dit, ils sont là, juste devant toi, sur la table. Mais non, mais si, regarde, tac, il vous pointe, elle est là, juste devant vos yeux, vous ne les avez pas vus. Vous avez perdu la discrimination, parce que la discrimination se passe dans le cerveau. Ça n'a rien à voir avec la vue. Vous pouvez avoir 10, 20 sur 20 en vision, en vue, pardon, et avoir une très mauvaise discrimination sous stress, évidemment. Et vous pouvez avoir, je ne sais pas, 3 sur 10 ou 3 sur 20 en vision, mais voir les clés qui sont devant vous parce que vous êtes détendu. Donc il y a la discrimination à plein de niveaux. Alors je viens de dire visuel, ok, on comprend. C'est pouvoir interpréter en quelque sorte ce qui est vu. La même chose au niveau auditif. Comprendre ce que j'entends, comprendre la signification des bruits que je reçois. Donc à ce moment-là, ces bruits se transforment en messages. Là, j'entends un oiseau qui chante, peut-être quelqu'un parle, il y a un camion là-bas, je sais, le bébé, c'est juste du brouhaha. Moi, je sais analyser tous ces sons, qu'est-ce qu'ils signifient. Et c'est rien par rapport à un chasseur qui connaît tous les cris des oiseaux et tout et tout. Donc la discrimination visuelle, la discrimination auditive, la discrimination tactile, savoir reconnaître ce que je touche. On a des jeux comme ça avec les enfants, de mettre des trucs sous une nappe ou quoi qu'on ne voit pas, puis de palper les choses et de devoir deviner ce que c'est. Donc reconnaître ce que je touche. Est-ce que c'est rugueux, est-ce que c'est lisse, est-ce que c'est chaud, est-ce que c'est froid? Est-ce que c'est rond, est-ce que c'est carré? Ça, c'est majeur. La discrimination tactile. Et il dit aussi la discrimination kinesthésique. Tiens, ça m'intrigue. La discrimination kinesthésique, ça voudrait dire reconnaître les gestes que je fais ou les gestes que je vois faire. Je ne sais pas ce qu'il veut dire par là. Et en 5, il dit la coordination. Dans les capacités perspectives, c'est aussi la coordination, capacité à coordonner les choses. Bon, je ne suis pas psychomote, je ne suis pas Haro, je ne peux pas vous expliquer tout ça, mais donc si on révise, les capacités perceptives forment la base des capacités physiques, qui forment la base des habiletés motrices, qui forment la base de la communication gestuelle. Mais il reste les tâches 2 et 1, ou plutôt, j'aurais dû dire rez-de-chaussée et premier. Le premier étage, c'est les mouvements fondamentaux. Il y a 3 types de mouvements fondamentaux dans cette taxonomie que va faire le bébé. Et puis tout au long de notre vie, il y a les mouvements locomoteurs, donc ça veut dire se déplacer. Là, je suis en train de marcher, mais on peut faire des mouvements locomoteurs par la brachiation, en se déplaçant dans les arbres ou en grimpant. On peut faire des mouvements locomoteurs à 4 pattes, on peut ramper, on peut se retourner sur soi-même. On peut nager, on ne peut pas voler. C'est mouvements locomoteurs. Bon, il y a les mouvements non locomoteurs, des tonnes de gestes que je fais dans la vie de tous les jours qui ne sont pas locomoteurs, qui ne cherchent pas à me déplacer, mais à exécuter des actions. Et plus spécifiquement, il décrit les mouvements de manipulation, donc c'est avec la main. Vous voyez, l'enfant, il doit développer sa main, il doit développer toute sa gestuelle corporelle et puis sa capacité à se déplacer. Donc là, évidemment, si j'ai du mal avec ça,
Qui va intervenir? Le kinésithérapeute, hein, principalement. C'est le kinésithérapeute qui va soigner le mouvement. Si j'ai du mal au niveau du mouvement, c'est le kinésithérapeute qui va travailler à ce niveau-là. Alors éventuellement, il y a d'autres thérapies corporelles, bien entendu. Mais en premier, donc, voilà, bien sûr, on pourrait penser aux ostéos, on pourrait penser à d'autres choses, mais voilà. Pour les capacités perceptives, là, c'est compliqué, parce que s'il s'agit des yeux, ben, on dirait c'est l'ophtalmo. Mais là, évidemment, il faut aller voir l'ophtalmo, il faut aller voir le spécialiste pour l'ouïe, mais ici, il s'agit de la perception. Donc la perception, qui c'est qui rééduque la perception? Ah, c'est compliqué, il n'y a pas grand-chose. L'optométrie fonctionnelle pour les yeux. La rééducation de l'écoute, ce n'est pas une méthode officielle, ça n'existe pas plus que l'optométrie fonctionnelle, donc c'est compliqué. La coordination, si, il y a la psychomotricité. La discrimination kinesthésique, ouais, c'est compliqué, c'est un peu un étage difficile de dire. Bon, le rez-de-chaussée alors. Le rez-de-chaussée de la taxonomie de Haro, vous le savez déjà, hein, je l'ai dit, roulement de tambour, vous en doutez. C'est écrit les mouvements réflexes, c'est pas moi qui l'indique. 1977. Alors lui, il désigne plusieurs types de réflexes, les réflexes segmentaires, plurisegmentaires et suprasegmentaires. C'est comme des schèmes simples, des schèmes complexes et des schèmes globaux, c'est ça que ça veut dire. Hein. Segmentaire, c'est juste un segment corporel. Un schème segmentaire, le réflexe d'agrippement, il active la main. Plurisegmentaire, le réflexe de traction des mains, c'est la main plus le coude qui tire. Et suprasegmentaires sont des schèmes qui impliquent tout le corps, comme par exemple le réflexe de redressement statique. J'ai pas fini, parce qu'il manque un étage pour moi. Donc je vais juste résumer. Et là, je ne vais pas développer les réflexes, parce que là, c'est des tonnes de podcasts qu'il nous faut pour développer cette notion de réflexe, de schème, etc., etc. Vous connaissez tout ça, c'est le but de l'intégration motrice primordiale. Mais voilà, donc qu'est-ce qu'on a au rez-de-chaussée? On a les mouvements réflexes, qui sont la base des mouvements fondamentaux, qui sont la base de notre capacité à percevoir, qui est la base de nos capacités physiques, qui est la base des habiletés motrices, qui est la base de la communication gestuelle et de la cognition, donc. C'est ça, hein, parce que derrière la capacité gestuelle, c'est la capacité à penser l'autre, les émotions, etc. Et à partir de là, c'est mis en place toute la cognition, l'interprétation, la cognition. Donc à tous les niveaux, on peut travailler. Nous, au IMP, on s'adresse principalement, on travaille un petit peu à d'autres niveaux, mais on s'adresse principalement à tout ce qu'il y a en bas, au réflexe. Ça ne veut pas dire qu'on est meilleur que les autres. Parce que nous, on va faire ce travail-là, mais s'il y a des choses à faire au niveau supérieur, et il y a toujours quelque chose à faire au niveau supérieur, parce que si quelqu'un n'a pas mis en place les tâches des réflexes, là maintenant c'est un avion qui passe. S'il n'a pas mis en place les réflexes dans son développement d'enfant, il y a de fortes chances pour qu'il y ait plusieurs niveaux supérieurs qui n'aient pas pu bien se mettre en place. Donc il faudra faire intervenir le psychomote, l'orthophoniste, le kinésithérapeute, le prof d'éducation physique et sportive, l'ergothérapeute, ça j'ai dit, la rééducation fonctionnelle du système visuel, etc., etc. Donc ça, c'est majeur. Donc nous, on va faire notre travail, et puis ensuite, il va falloir que les autres aussi ils fassent leur travail. C'est pour ça que c'est complémentaire. Mais je ne peux pas travailler à un niveau de la pyramide sans travailler les autres. Moi, c'est bien beau de travailler les réflexes, mais s'il faut faire de la rééducation au niveau du langage, il faut aller chez l'orthophoniste. Et pourquoi les orthophonistes nous envoient du monde et les psychomotes? Parce que séance après séance, si ça ne progresse pas, il faut aller voir les réflexes. Il faut aller voir tout en bas de la pyramide. Vous voyez? Donc personne ne remplace personne, personne n'est mieux qu'un autre. On a besoin de cette complémentarité. Et non, c'est pas obligé de travailler dans cet ordre-là. Quand on voit quelqu'un qui a 10 ans, qui a 15 ans, qui a 50 ans, peu importe, on peut travailler sur plusieurs niveaux en même temps. On n'est pas dans une chronologie absolue. On peut commencer à rééduquer le langage et la respiration tout en travaillant sur les réflexes. Alors maintenant, je voudrais rajouter quelque chose à la pyramide de Haro. C'était en 77. Je voudrais rajouter deux choses, qui est une seule et même chose en fin de compte. C'est les tâches de la structure du corps, des sens. Lui, il a parlé des capacités perceptives, il a parlé des réflexes, mais ces réflexes ne vont fonctionner que parce que je reçois des informations sensorielles, je reçois des informations tactiles, et ça fait réagir mon agrippement. Je reçois une information vestibulaire, et ça fait réagir mon réflexe tonique labyrinthique. Je reçois une information proprioceptive très spécifique, et ça fait agir mon réflexe tonique asymétrique du cou. Et ainsi de suite. Donc ça veut dire que ça passe par les sens.
et par la structure du corps. Et il va être très important de regarder ce qui se passe et d'avoir, le cas échéant, des stimulations proprioceptives, tactiles, vestibulaires, visuelles, auditives, etc. Ça va être majeur. Et il faut que cette structure soit fonctionnelle quand même. Bien sûr, j'ai parlé plus haut d'équidés pour pouvoir travailler sur les mouvements fondamentaux, locomoteurs, non locomoteurs et mouvements de manipulation. Évidemment, si j'ai des gènes motrices, le kinésithérapeute, il soigne le mouvement. Il va rééduquer. Mais, c'est pas tout. Il faut vérifier les tensions au niveau du corps. Il faut vérifier que j'ai bien accès à mes yeux et qu'il n'y a pas de tension au niveau des yeux, au niveau de mon dos, au niveau de tous les muscles du corps, au niveau des fascias, etc. Nous, au niveau des réflexes, on pourra faire notre boulot que si au niveau de la structure corporelle et de la fonctionnalité corporelle, structure et fonction, ça va ensemble, hein, ça fonctionne bien. Parce que si la structure est impactée, la fonction ne peut pas se mettre en place correctement. Donc on a besoin de travailler au niveau structure-fonction corporelle. Et qui va travailler sur la structure-fonction corporelle? Il n'y a pas 36 000 métiers. Il y a évidemment les kinésithérapeutes, surtout ceux qui sont formés à des approches particulières. Si par exemple, on a un kiné, on appelle ça la kiné pédiatrique, qui va pouvoir travailler sur les bébés, ou travailler sur la plagiocéphalie, ou des choses au niveau structurel chez les bébés. On va avoir beaucoup, en France, les ostéopathes, qui vont aller libérer les tensions corporelles, pouvoir libérer les tissus, y compris les yeux et différentes structures corporelles. On va avoir les fasciathérapeutes, on va avoir différents thérapeutes manuels, on peut avoir le massage aussi. Et nous, on enseigne les automassages. À l'aide des automassages, on enseigne tout à chacun à pouvoir travailler sur ces tensions corporelles et à les libérer. Et ça, c'est très important. Donc, vous voyez, je veux juste rajouter ça, moi, c'est la structure. Et toute ma carrière, j'ai travaillé avec des ostéopathes, avec des kinés, avec des gens qui peuvent aussi libérer la structure corporelle. Pour moi, c'est majeur. Donc voilà ce dont je voulais parler aujourd'hui, c'est cette pyramide. Mais vous voyez que je rajoute quelque chose à cette pyramide. Ces notions-là me semblent majeures. Donc évidemment, si on voulait, chronologiquement, ça voudrait dire qu'il faut s'assurer dans le développement de notre enfant et tout, de s'assurer d'abord que tout va bien au niveau de la structure, de faire suivre notre enfant au niveau... alors là, j'aurais beaucoup de choses à dire au niveau du développement crânien, du développement de la mâchoire, au niveau du développement du corps. Donc il y a les kinés, les ostéos, les spécialistes oromyofaciaux, il y a aussi les pieds, l'importance des pieds, de marcher pieds nus, de ne pas mettre des chaussures aux enfants trop tôt et de mettre juste des petits chaussons qui protègent le pied mais qui permettent de développer tout le corps à travers les pieds, etc. Il y a plein de choses à mettre en place dans la structure de l'enfant. Le sait jouer, bouger, la motricité libre, qu'il aille sauter, courir, grimper, c'est comme ça qu'il va créer une bonne structure. Qu'est-ce qui se passe au niveau de la naissance et tout. Et puis, dans ce développement structure-fonction, il faut vérifier comment se mettent en place les réflexes. Et on sait, mois par mois, qu'est-ce qui devrait se mettre en place chez le bébé. On sait quel réflexe doit émerger à quel moment. Et on sait quel réflexe doit s'inhiber à quel moment. Et on sait à quel moment chaque réflexe doit s'intégrer, c'est-à-dire passer la main au réflexe de vie. Donc c'est quelque chose qu'on peut faire dans la petite enfance, qu'on peut suivre dans la petite enfance, chez le bébé, puis chez le petit enfant 1 an, 2 ans, 3 ans. Si on a mis ça en place, déjà, c'est génial. Et puis, il devrait y avoir ensuite, là, 3 ans, parce que les derniers réflexes, c'est RTL, Lando, RTL, tout ça, c'est jusqu'à éventuellement 3 ans. Mais qui va prendre la main après? Eh bien, il devrait y avoir, dans toutes les crèches, des psychomotes. Évidemment, dans tout ce parcours-là, s'il y a des chocs au niveau structurel et tout, il faut aller chez le kiné pédiatrique, entendons-nous bien. Les ostéos et tout. Mais ensuite... Donc on va faire tout ce qu'on peut faire pour que la structure-fonction de l'enfant se développe bien au niveau corporel, et ses sens, ses yeux, ses oreilles, ses mains, ses pieds, etc. Son système vestibulaire, pour ça il faut qu'il bouge et tout, tactile, les massages et tout. Et puis ensuite, on va avoir besoin donc, de s'assurer que tout le travail réflexe se met bien en place. Et puis ensuite, on a besoin de psychomotes dans les écoles, dans les crèches, dans les maternelles. Normalement, dans les maternelles, on fait beaucoup de psychomotricité.
la coordination, la mise en place de la latéralisation, tout un tas de choses qui vont permettre la gestuelle de base, qui permettra plus tard la lecture, l'écriture, la concentration, la réflexion, etc. Donc on a besoin des psychomotes là. On a évidemment besoin de psychologues en cas de besoin, s'il y a des stress dans la vie des enfants, dans la famille et tout. Bien sûr, on a besoin d'un soutien psychologique à tout moment, s'il faut, pour les parents, pour l'enfant, depuis tout petit. Donc vous voyez, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire. Et puis, dès nécessaire, s'il y a besoin au niveau d'une aide, au niveau langagière, ou au niveau de la logique mathématique ou grammaticale, etc., on a la rééducation orthophonique qui, en général, peut intervenir dès 6 ans. Sauf qu'aujourd'hui, on va commencer à se rendre compte qu'il y a des problèmes vers 6-7 ans, on fait la prise en charge commence vers 8-9 ans. C'est beaucoup trop tard. C'est dramatique, l'enfant est rentré dans une spirale d'échec. Et ça va être galère. Mais si, en plus, si on a fait tout ce que j'ai dit avant, l'orthophoniste va pouvoir faire un travail beaucoup plus rapide. Les cabinets des orthophonistes seraient désengorgés, mais ça implique plus de psychomotes, parce que qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? On se retrouve avec, bientôt, c'est une blague que je fais, mais on se retrouvera avec chaque enfant avec une ergothérapeute et une aide en classe. Chaque enfant a besoin d'une aide. On a les enfants 10, on a les enfants TDAH, on a les enfants ceci. Alors ils ont leur ordinateur, ils ont l'ergothérapeute. Et je respecte, et on a besoin de tout ça, évidemment. Mais ce qu'on veut, c'est éviter d'en arriver là. Les ergothérapeutes ont autre chose à faire que de juste s'occuper à enseigner, pourraient faire d'autres choses, comment utiliser un ordinateur en classe. On a besoin aujourd'hui, puisqu'on demande à ces enfants qui ont du mal à écrire et tout, une des solutions qui peut être très efficace, c'est d'utiliser un clavier. Et pour ça, ça ne s'improvise pas. Donc il faut un ergothérapeute. Mais il y a tellement de choses qu'on pourrait faire avant, depuis la naissance, la crèche, la maternelle, petite classe de maternelle, moyenne maternelle, grande maternelle, tellement de choses qu'on peut faire. Et là, c'est pas moi, le créateur de l'IMP, qui sort ces trucs-là comme ça de mon chapeau. Hein. C'est pas taxonomie de Arrow. Vous pouvez chercher sur Internet. 1977. C'est pas moi qui ai rajouté les tâches des réflexes. Hein. Il y était en 1977. Donc en 77, on savait déjà, on le savait avant, hein, que c'est la base. Piaget l'a dit. Gessel l'a dit encore avant, spécialiste du développement de l'enfant dans les années 50. Il le disait déjà à l'époque. J'ai la citation dans la toute première page du manuel de l'alphabet du mouvement, donc on le sait tout ça. Et c'est logique. Le bébé est avant tout réflexe et progressivement il corticalise et il développe les parties hautes du cerveau, si on peut dire le néocortex, etc. Donc si la base dysfonctionne, là-haut ça dysfonctionne. Il faut donc travailler à tous les niveaux. On ne peut pas se contenter de travailler que les schèmes entre guillemets supérieurs, sous prétexte que les autres sont plus archaïques et inférieurs. On a besoin de tous les niveaux. C'est ce qu'on fait en IMP. J'ai juste permis de rajouter l'importance de travailler dès le départ chez le bébé, chez même la femme enceinte, la structure corporelle, et s'assurer que l'enfant au niveau proprioceptif, tactile, visuel, vestibulaire, tout aille bien. Et en IMP, on a des stimulations qu'on peut faire comme des bercements pour le système vestibulaire, des intégrations qu'on appelle isométriques pour le proprioceptif et des intégrations tactiles pour le tactile, évidemment. Et on va travailler sur les réflexes de la naissance, sur les réflexes du visage, etc. Donc voilà, j'espère que cette petite notion de pyramide, de taxonomie de Harrow vous a apporté une compréhension des choses. Un peu comme j'avais fait un épisode sur le schéma corporel, mais ça c'est encore tout à fait autre chose, une autre compréhension, où j'avais fait un épisode sur les 8 stratégies motrices primordiales qu'on appelle les mouvements archétypaux. Là c'est encore autre chose. Donc, vous voyez, il y a plein de grandes organisations qu'on peut voir chez l'être humain, mais dans toutes, les schèmes réflexes sont à la base. Dans toutes, les schèmes réflexes sont à la base. Je vous souhaite une très belle journée. Merci de m'avoir écouté.